Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Tech. Alors au menu, tout ce que vous aimez, des découvertes et des questions sur l'actualité du numérique. Je commencerai par celle-ci. Peut-on imaginer demain des intelligences artificielles capables de détecter et de corriger elles-mêmes leurs erreurs de jugement? Alors réponse dans quelques instants avec l'interview d'un jeune chercheur déjà primé, Victor Bouvier. Ensuite, le cœur de cette émission sera consacré au débat sur la remise en cause par la CNIL de la légalité des clouds américains pour héberger nos données de santé. Quelles sont les résonances des observations de la Commission nationale informatique et liberté et aussi de la réaction du Conseil d'État? J'aurai avec moi 4 spécialistes pour décrypter ce nouveau coup de tonnerre dans la tech. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous sur le biomimétisme avant de conclure par l'innovation du jour. Mais d'abord, place à l'interview. Bonjour Victor Bouvier, vous êtes diplômé de Centrale, étudiant-chercheur en intelligence artificielle et vous travaillez actuellement sur votre thèse chez Cytred. Alors Cytred, c'est un spécialiste des solutions IA pour optimiser les recouvrements de créances, on en parlera, mais avant d'aller plus loin, votre sujet de recherche, ce sont les biais sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on appelle un biais ? Oui, exactement. Bonjour. Donc aujourd'hui, les systèmes d'intelligence artificielle sont construits en grande partie sur des briques qui sont des modèles qui sont capables d'apprendre à partir de données. Donc c'est pour ça qu'on parle de machine learning. Et donc collecter des données en quantité importante, en bonne qualité, c'est pas toujours évident en fait. Et cet écart en fait qui peut exister entre les données réelles et les données qu'on donne à l'algorithme pour apprendre peut être parfois important. C'est ce qu'on appelle un biais. Et on s'est rendu compte... C'est-à-dire entre le moment où on va entraîner l'algorithme sur un modèle un peu théorique et le moment où on va l'appliquer à la réalité, là, il peut y avoir des différences et c'est ce qu'on appelle le biais. Oui, exactement. Donc c'est un biais et en fait, l'algorithme a tendance un peu à les amplifier. Alors ça peut être très désagréable, par exemple, si dans des données on a un écart de représentativité entre les hommes et les femmes et que cet écart est un peu injuste, eh bien l'algorithme aura tendance à amplifier cet écart lorsqu'il sera appliqué. Donc ça peut avoir des conséquences assez graves. Et alors, je disais que vous travaillez votre thèse chez Cytred, qui lui travaille sur la réduction des impayés en fait dans les entreprises. Quel est le lien entre votre sujet de recherche et une entreprise comme ça, comme Cytred? Oui, donc en fait chez Cytred, on a une particularité, c'est qu'on traite des données qui sont amenées à évoluer en permanence dans le temps. Donc on peut prendre par exemple le cas de la crise du Covid. On s'est rendu compte qu'il y a eu un véritable changement de comportement de paiement des entreprises en Europe. Alors ça s'explique assez facilement puisque voilà, la crise a généré des difficultés financières, donc les entreprises sont moins disposées à payer dans les temps. Et donc nous, on s'assure que les algorithmes qu'on déploie et qui sont utilisés restent pertinents même s'il y a un changement de données, quoi. Parce qu'en fait, que fait le travail de l'algorithme? Il étudie la manière dont les entreprises réagissent au moment où elles reçoivent une facture, Tout à fait. le temps qu'elles mettent à payer. Exactement, l'algorithme, en fait, il essaye d'optimiser la relation client entre les directions commerciales, directions financières et leurs clients. Donc voilà, on essaie de donner des recommandations pour faire en sorte que l'argent qui est dehors, c'est-à-dire qu'on nous doit arriver le plus rapidement possible dans notre trésorerie. Donc ça donne des alertes en fait à ceux qui sont chargés de faire les relances. Ça donne des alertes, des recommandations, des plannings avec des actions spécifiques qu'on doit déclencher pour maximiser notre chance d'obtenir un paiement dans les temps. Et alors dans le cas de la crise Covid, il ne suffit pas simplement de dire à l'algorithme, bon, au lieu de un mois traditionnel de délai de paiement, on rajoute un deuxième mois? Oui, mais voilà, il ne faut pas perturber non plus le fonctionnement de nos algorithmes. Les données sont différentes. Donc on ne sait pas forcément comment va réagir l'algorithme à une nouvelle situation. Donc voilà, on doit le retester, le réévaluer et être sûr que les recommandations qu'ils fournissent restent pertinentes, même s'il y a un changement un petit peu de paradigme dans l'économie aujourd'hui. Et alors comment vous travaillez concrètement sur cette histoire de biais? Comment vous faites pour que les algos continuent à bien fonctionner en les corrigeant au fur et à mesure? Et bien en fait, moi avec Cytred et mon laboratoire à Centrale Supélec, on développe des algorithmes qui seraient capables de détecter en temps réel que les données sur lesquelles on se demande de travailler sont un peu différentes des données sur lesquelles ils ont appris. Et donc qu'ils soient capables d'adapter en temps réel leur apprentissage pour faire face aux nouvelles situations. Donc en particulier, nous on va utiliser beaucoup le rôle de données non labellisées, c'est-à-dire il n'y a pas la réponse, l'algorithme n'a pas la réponse pour décider. Et donc, à partir de ça, il doit détecter tout seul qu'elles sont différentes et qu'il doit s'adapter à cette nouvelle situation. Et c'est un autre algorithme qui travaille pour l'algorithme principal? Oui, effectivement, l'algorithme part dans un certain état, donc on l'a pré-entraîné. Et puis après, lorsqu'on le déploie dans la vie réelle, il doit prendre en compte les données qui arrivent pour modifier son comportement. Voilà. Donc, oui, effectivement, il y a 2 phases.
Donc on lui ajoute un nouveau process mathématique. Exactement. Voilà, En cours de route. En cours de route, c'est-à-dire qu'il reçoit des données non labellisées, c'est-à-dire qu'il n'a pas la réponse. Il essaye à partir de là de faire en sorte que les prédictions qu'il fournit sont adaptées à cette nouvelle situation. Et comment est-ce que vous contrôlez que ça ne perturbe pas le résultat final? Alors, il faut mettre en place des campagnes d'annotation, notamment, pour vérifier que donc, annotation, ça veut dire qu'on va, de manière experte, donner la réponse à l'algorithme et vérifier sur un petit jeu de données qu'il s'est bien comporté. Et donc ça, c'est assez nouveau comme technique, puisque je crois que vous avez reçu un prix pour ces travaux. Tout à fait. Oui, c'est assez nouveau et c'est un peu le vent en poupe. Donc on a effectivement reçu un prix lors d'une conférence en machine learning, la European Conference of Machine Learning, où on montre le rôle du data scientist pour réussir à faire en sorte que l'algorithme s'adapte rapidement, notamment dans son expertise métier, sa compréhension du problème et la façon dont il l'encode dans l'algorithme pour permettre à celui-ci de s'adapter rapidement et efficacement. Ça veut dire qu'on va voir ce type de nouveaux algorithmes qui s'auto-corrigent se déployer dans l'industrie, pas seulement dans l'industrie sur le recouvrement de créances. Voilà, donc là on est encore dans des phases de recherche, on essaie de les appliquer, montrer qu'ils fonctionnent et que c'est une piste prometteuse et effectivement on espère que ça va peu à peu se diffuser dans l'industrie. Ouais. Dites-nous, on est en avance là-dessus par rapport aux Américains? Là, on est dans une thématique de recherche, donc on est plutôt dans un cadre collaboratif. Moi, je suis jeune chercheur, donc je collabore avec les Américains, les Chinois et les Européens. Et donc là, on est plutôt dans une phase où on essaye d'attaquer le problème ensemble. Après, on verra ce que ça donnera, comment se répartiront les découvertes. D'accord, intelligence collective avant tout. Alors vous évoluez, vous, chez SciTrade, dans le cadre d'une convention CIFRE, oui. dont l'objectif est vraiment de favoriser les échanges entre la recherche et l'entreprise. Ça permet aussi de financer votre thèse. Comment ça s'organise concrètement? Oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant de vouloir faire une thèse en entreprise, mais en fait, c'est assez commun. Moi, mon expérience par rapport à cette situation, je trouve que c'est hyper intéressant pour un jeune chercheur parce que s'immerger vraiment dans l'industrie, ça permet de comprendre les attentes. Et lorsqu'on formule des hypothèses de recherche, des axes de recherche, des travaux, eh bien, c'est important qu'ils soient en adéquation avec ce que l'industrie et les entreprises attendent, quoi. Mais vous êtes en mi-temps, à moitié sur votre laboratoire, voilà, et à moitié dans l'entreprise. Oui, donc je passe la moitié de mon temps dans mon laboratoire d'attache, où là je vais développer des axes un peu théoriques, disons, de mes recherches, et après je les applique chez SciTrade. Donc voilà, j'essaie de les appliquer après chez SciTrade. Mais ça veut dire que votre thèse ne travaille que sur ce cas spécifique? Alors non, pas que. En fait, on essaie de développer des algorithmes qui seraient potentiellement utiles dans tous les cas possibles. Et après, on fait la preuve de concept aussi sur les données de SciTrade. D'accord. Voilà. Très bien, merci beaucoup Victor Bouvier, data scientist chez SciTrade. Et encore félicitations pour votre prix et vos travaux sur les biais de l'intelligence artificielle. C'est l'heure de notre débat sur la légalité des clouds américains pour héberger les données de santé des Français. Coup de tonnerre, début octobre, on découvre que la Commission nationale informatique et liberté considère qu'il n'est plus possible légalement de s'appuyer sur un fournisseur de cloud américain pour héberger la plateforme des données de santé des Français. Une semaine plus tard, le Conseil d'État juge qu'il n'y a pas de menace grave ni imminente justifiant la suspension de cet hébergement. Du reste, les observations de la CNIL semblent nous dire quand même que le statu quo est compromis. Alors on en débat tout de suite avec Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, entrepreneur militant du libre. Vous faites d'ailleurs partie de la quinzaine d'organisations et personnalités qui ont déposé une requête en référé auprès du Conseil d'État. Et qui a abouti aux observations radicales de la CNIL. François-Xavier Vincent, vous êtes directeur cybersécurité et délégué à la protection des données personnelles chez OODrive, un groupe français de solutions de partage de documents, de sauvegarde et de signature électronique. Sylvain Staub, vous êtes avocat associé chez DS Avocats, PDG également de Data Legal Drive, qui édite une solution de pilotage de la conformité avec le règlement européen des données personnelles. Parenthèse qui compte au vu de notre débat, la dite solution est hébergée en France. Et puis nous aurons également en visio Raphaël Buchard, avocat spécialiste en cybersécurité au cabinet Racine, l'un des principaux cabinets d'avocats d'affaires français indépendants. Alors Jean-Paul Smets, on va démarrer ensemble puisque on vous doit un petit peu finalement ce chamboule-tout dans l'hébergement des données personnelles. Donc le Conseil national du libre
avec d'autres associations, a déposé 2 requêtes en référé qui remettent en cause une énième fois l'hébergement des données de santé par Microsoft. Le Conseil d'État a rejeté la requête de suspendre immédiatement la centralisation des données de santé sur le Health Data Hub. Mais l'affaire n'est pas bouclée pour autant, il me semble, sur le respect du RGPD, du règlement sur les données personnelles, dû au transfert potentiel des données vers les États-Unis, du fait que Microsoft est soumis au droit états-unien. Oui, alors en fait, le Conseil d'État n'a pas rejeté une requête de demande de suspension, puisqu'on n'avons jamais demandé la suspension. Pourtant, c'est ce que j'ai lu, moi, dans leur jugement. En tout cas, dans leur ordonnance, non, ils rejettent les requêtes du Conseil national du livre. Qui n'était pas de demander la suspension. Donc la communication de certaines personnes et de faire croire que le Conseil national du logiciel libre demandait la suspension, ce n'était pas du tout ce qui était écrit dans la requête. On demandait au Conseil d'État de faire ce qui était nécessaire pour éviter des problèmes de violation. En fait, c'était plutôt une demande d'évaluation des risques, c'est ça ? Faites ce qui est nécessaire pour qu'on arrête d'envoyer les données de santé des Français aux États-Unis. Et donc, ce que le Conseil d'État dit, à chaque fois, c'est tourné comme ça. Je rejette la demande des requérants, sauf point 1, point 2, point 3. Il aurait pu écrire « J'accepte la demande des requérants, point 1, point 2, point 3 », mais pas les points 5, 6 et 7. Donc, il y a une certaine tournure, parce que le Conseil d'État a, de façon assez traditionnelle, une façon de rédiger ses décisions. On commence par dire qu'on rejette les choses avant de dire ce que l'on accepte. Donc dans la première demande, le Health Data Hub a dû bien marquer dans son site web que les données qu'il hébergeait pouvaient éventuellement être transférées aux États-Unis. C'est ce qu'on a réussi à obtenir, ce qui est pas mal, puisque pendant 1 an, il disait le contraire. Et là, en fait, ils ont été obligés... Et d'ailleurs, ils ont demandé à ce qu'un avenant soit signé dans le contrat qui lie le Health Data Hub à la filiale de Microsoft. Donc, c'est ce qui est arrivé vers septembre. Un avenant a permis, dans les contrats qui lient le Health Data Hub à Microsoft, de bien dire que si le Health Data Hub demande à ce que les données soient traitées, par exemple aux Pays-Bas, elles ne soient pas aux États-Unis. Puis c'est aller encore un cran plus loin avec la dernière décision où le Health Data Hub aujourd'hui a l'obligation de faire en sorte que les données ne sortent jamais d'Europe. Donc tout ça, c'est très bien. Ce qui reste, c'est que le droit américain permet au gouvernement américain d'aller regarder, par exemple, si vous allez chez un psychiatre, donc je parle à mon voisin en face, et quand vous irez aux États-Unis et que vous passerez la douane, vous demanderez un visa, parfois on vous demande si vous avez une maladie mentale. Vous répondez non. Alors on vous demande, mais pourquoi êtes-vous allé voir un psychiatre ? Vous répondez oui, et peut-être que vous n'aurez pas votre visa. Et donc même si les cas sont très rares, dans les cas pour lesquels le gouvernement américain peut aller consulter les données personnelles, on sait que c'est déjà arrivé avec l'affaire Pierucci, et parce que le Privacy Shield a été annulé au mois d'août. Alors c'est ça, c'était le bouclier qui était censé protéger justement les données des Européens dans le cas de demande de transfert vers les États-Unis, et ce Privacy Shield, il a été invalidé par la Cour européenne de justice. Parce que les États-Unis ont continué à aller plus loin que le Cloud Act avec le FISA et l'Executive Order 13333. Et donc manifestement, un citoyen européen ne peut plus finalement avoir de recours par rapport à des demandes quelque peu exagérées du gouvernement américain. Alors, ça reste des cas très exceptionnels. Quelle est votre perception, François-Xavier Vincent, de cette situation ? On est post invalidation du Privacy Shield. Est-ce qu'on est vraiment dans un flou juridique quant à la protection des données des Européens et possible transfert vers les États-Unis ? Je crois qu'il n'y a pas de flou. Moi, c'est très clair qu'il y a une possibilité de transfert. Il y a une porte ouverte grâce à la loi américaine, donc Patriot Act, Cloud Act et les autres qui ont été mentionnés. Et c'est ça, oui. Voilà. Et quand il y a une porte ouverte, il y a une porte ouverte à des abus. Et on parle quand même là de données personnelles sensibles, les données de santé de Français ou d'Européens. Le minimum qu'un citoyen français-européen peut espérer, c'est que ces données personnelles sensibles sont traitées de manière respectueuse des valeurs européennes, de l'éthique européenne et de la loi, de la RGPD. Et vous avez donc d'un côté cette exigence légale européenne, vous avez des engagements contractuels
sans doute très sincères de Microsoft et autres sur la façon dont les données vont être, où elles vont être traitées, sauvegardées, etc. Et en face, vous avez la loi américaine. Et donc, si vous avez une demande venant d'un juge américain, ça sera à lui d'apprécier laquelle l'emporte. Donc, on a une sorte de déséquilibre des normes, je dirais, entre un engagement contractuel d'un côté, même si après il y a des décisions Conseil d'État, il y a des arrêtés ministériels, je crois le début octobre, 9 octobre, qui renforcent ces interdictions de transfert de données personnelles en dehors du pays. Et en face, vous avez la loi américaine qui dit non mais si, il faut. Alors je mets à la place de Microsoft, est-ce que je risque d'aller en prison aux États-Unis ou est-ce que je risque de payer une amende en Europe ? Sylvain Staub de Data Legal Drive. Ce qui est intéressant, c'est que dans son mémoire, la CNIL affirme que la modification des conditions d'hébergement de la plateforme des données de santé de Français relève désormais d'une obligation légale. Donc on est en train de dire que potentiellement, il serait illégal de confier ces données à un hébergeur de cloud américain. Quelles conséquences ça peut avoir ? Parce que on peut l'entendre aussi sur d'autres données sensibles. Quelles conséquences ça peut avoir pour des entreprises qui travaillent justement avec le cloud ? C'est-à-dire qu'il va falloir changer de fournisseur de cloud ? Pas nécessairement. L'invalidation du Privacy Shield a entraîné effectivement un grand bouleversement. Et cette question qu'on se pose aujourd'hui résulte évidemment du RGPD, mais aussi de cette invalidation. Il y a quand même des exceptions dans le RGPD, notamment dans l'article 49. Et il y a deux choses différentes entre faire héberger les données de santé des Français ou des Européens chez un hébergeur américain, quand bien même il est en Irlande, on sait qu'il est soumis... oui, c'est sa filiale irlandaise. Voilà, mais on sait qu'il est soumis à la loi américaine dont on a parlé avant. C'est une chose. Et puis après, une autre est de savoir si on peut utiliser des outils logiciels B2B, B2C, beaucoup plus usuels dans la vie de tous les jours, dans la vie des entreprises. C'est quand même des choses différentes et on n'est pas dans le même niveau d'exception et de C'est-à-dire qu'il y a des données plus ou moins sensibles. Oui, plus ou moins sensibles. Et puis surtout, la question est de savoir si on a le choix. Lorsqu'un gouvernement prend la décision de faire héberger une application, un service, un ensemble de données comme le Health Data Hub chez Microsoft, c'est un choix d'un État gouvernemental. Et il y a beau avoir un arrêté ministériel le 9 octobre indiquant que les données ne doivent pas quitter l'Europe, ce n'est qu'un arrêté ministériel. Ça n'a aucune valeur, évidemment, aucun poids, aucune efficacité par rapport au programme de surveillance américain. Donc il y a un choix politique. Et ce choix politique, il est extrêmement important d'en parler et de faire en sorte qu'il aille dans cette direction. Effectivement, la CNIL, on voit quelles sont ses recommandations. Le Conseil d'État, très bonne ordonnance de référé qui ouvre des portes, même si on n'est encore pas arrivé à l'objectif. Et plus globalement, d'ailleurs, une prise en compte par les entreprises, par les citoyens et par les pouvoirs publics de ce besoin de protéger les données personnelles des ressortissants européens en Europe. Ça, c'est fondamental parce que... Décision politique parce qu'en fait, on est en pleine crise sanitaire et que ce que dit aussi le Conseil d'État, là, en ce moment, c'est pas le moment justement de tout chambouler. Exactement, mais c'est une ordonnance de référé. C'est-à-dire que sur le terrain de l'urgence, le Conseil d'État dit que c'est pas le moment maintenant de tout chambouler parce qu'il y a une urgence due à la crise sanitaire. Qui prime. Mais pour autant, le Conseil d'État, devant, le juge indique bien qu'il y a un risque évident et qu'on ne peut pas être certain qu'il n'y aura pas d'interférence du gouvernement. Et un risque qui, pour l'instant, n'a pas été prouvé. Pour l'instant, on n'a pas constaté de transfert de données vers les États-Unis. Ce qui m'a aussi interloqué dans cette ordonnance, c'est quand elle mentionne qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Alors, est-ce qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions? Alors oui, on va en parler. Parce qu'il y a urgence et parce qu'en réalité, les pouvoirs publics se sont tournés vers celui qui était le plus visible aux yeux de tout le monde, comme le font souvent les entreprises en disant « moi, je vais prendre le numéro 1 planétaire, comme ça, on ne me reprochera pas d'avoir pris le numéro 2 ou le numéro 3 ». Si c'est ça l'urgence, alors j'estime que ce n'est pas réellement une urgence ou que ce n'est pas une obligation. Ça, on va en parler. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que pour une entreprise comme la vôtre, par exemple, ça veut dire que concrètement, vous allez vous poser la question de votre hébergeur cloud, est-ce que vous allez vous dire maintenant, je prends en considération le fait qu'il soit soumis à la loi française ou européenne plutôt qu'à la loi états-unienne? Jean-Paul Smets. Moi, je vais aller plus loin en fait dans mon entreprise, après avoir lu l'avis de la CNIL.
ça ne concerne pas seulement les entreprises américaines, ça concerne les entreprises françaises qui font des affaires aux États-Unis. Absolument. Et comme on est dans le domaine du droit pénal international et des lois de police, il y a une application extraterritoriale des lois de police proportionnelle à l'activité qu'on a aux États-Unis. Il se trouve que j'ai des clients aux États-Unis. Je vais donc en fait déplacer ces clients dans une entreprise sans lien de capital avec mon entreprise. Parce que sinon, quand je lis l'avis de la CNIL, je risque d'être moi-même soumis au Cloud Act, au FISA. Oui, etc. ces observations sont très éclairantes. Et donc ça, c'est une première conséquence. Ensuite, toute mon activité de cloud est aujourd'hui structurée sous forme de pas de filiale, de sociétés indépendantes sans lien de capital. Donc en fait, on demande à des entreprises locales de posséder les machines pour nous-mêmes ne rien posséder. Pour que si un jour la DGSE vient me voir et me demande, par exemple, de regarder ce qui se passe dans les serveurs de nos partenaires en Chine, je ne puisse pas répondre. Donc elle est très éclairante, cet avis de la CNIL. Il montre en fait comment structurer une activité pour se protéger de toutes les lois de surveillance qu'on trouve en France, aux États-Unis, en Chine et ailleurs. C'est pour ça qu'on pense que ça va avoir de fortes résonances. Alors nous allons donner la parole à Raphaël Bouchard du cabinet Racine. Bonjour. Bonjour. On serait là quand même face à une évolution du droit sur l'hébergement des données des citoyens européens. Quelle est votre perception de ce sujet ? Alors, en réalité, il n'y a pas réellement de surprise par rapport à la situation et par rapport à la décision, aux mémoires qu'a rendu la CNIL et aussi au référé du Conseil d'État. Pour être plus simple, la décision Schrems II qui a mené à toute cette situation, qui a invalidé le Privacy Shield, n'est pas du tout une surprise, en tout cas auprès je pense, d'experts et je pense auprès des gens de la table. Tout le monde s'y attendait. Donc, il est évident que le RGPD lui-même, par principe, je n'invente rien, interdit les transferts en dehors de l'Union européenne, sauf garanties particulières, et notamment les fameuses soit décisions d'adéquation comme était le Privacy Shield, ou alors d'autres mécanismes. Et on voit bien, par exemple, dans les BCR ou les clauses contractuelles standards, d'autres mécanismes, il est demandé normalement d'évaluer dans la loi interne, si jamais de vérifier que la loi interne ne s'oppose pas à ces mécanismes qui permettent normalement de garantir la sécurité des personnes. Donc, en réalité, il n'a pas été très surprenant que nous arrivions à cette situation. Évidemment, tous nos clients et les acteurs sont embêtés, puisque ça pose des difficultés. Ceci dit, on remarque quand même que les risques sont de plus en plus limités, puisque effectivement, comme il a été très bien dit tout à l'heure, les acteurs ont de plus en plus tendance à avoir anticipé le sujet, et donc même les gros acteurs américains, alors, il y a une difficulté liée au fait qu'ils soient des filiales américaines, effectivement. Ceci dit, il y a de plus en plus de rapatriement quand même d'éléments, de données au sein de l'Union européenne, et il y a quand même de plus en plus de mécanismes qui sont mis en œuvre pour essayer de limiter les risques de transfert. Alors, on en a parlé, il y a toutes ces possibilités d'avenant, tout ça, on en est parlé dans la requête dans l'ordonnance du Conseil d'État. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas beaucoup de vision sur les mesures à prendre pour limiter. Hormis arrêter les transferts, il y a plusieurs moyens juridiques qui peuvent exister, mais c'est vrai qu'on a un peu de flou sur l'avenir, sur quelles sont les méthodes à prendre. Donc il y a une période, il n'y a pas de période transitoire d'ailleurs, il faut le dire. Il n'y a pas de période transitoire aujourd'hui, normalement, pour transférer des données pour toutes les entreprises qui étaient basées sur le Privacy Shield. Donc c'est-à-dire que normalement, ils doivent arrêter les transferts ou trouver des mesures. Donc voilà. C'est un peu la difficulté aujourd'hui. Alors, vous dites que ce n'est pas réellement une surprise, parce que effectivement, la CNIL avait déjà rendu un avis et fait des recommandations qui allaient dans ce sens. Quand même, ce qui, moi, me semble nouveau, c'est de dire que ce n'est plus une question de recommandation, c'est une question de légalité. C'est-à-dire qu'on passe d'un avis à véritablement que dit la loi. Et la loi, elle dit que c'est aujourd'hui illégal de travailler avec du cloud américain soumis au droit états-unien. Donc ça change les choses et je pense que ça permet aussi d'y voir plus clair sur ce qu'on doit faire. Alors il y a plusieurs pistes qui sont possibles. On parlait de filiales
effectivement, peut-être que la solution pour ces clouds américains, c'est de créer des vraies filiales en Europe. Non? Mais on n'est pas Jean-Paul sûr que Smets? ça marche Oui. si on lit l'avis de la CNIL. Voilà. C'est peut-être François une voie. Xavier, Vincent? Disons que les États-Unis ont une conception assez large de ce que c'est que US Person. Donc, d'accord, on peut créer Microsoft Europe avec aucun lien de capitaux. Je ne suis pas sûr que le juge américain avalera le fait que ce n'est pas une entreprise américaine. Alors, il y a une autre piste aussi, c'est de dire finalement, je confie cette activité à une autre entreprise. C'est ça, Voilà. hein? Disons que Mais est-ce que ce n'est pas aussi un écran de fumée de la même façon? ça dépend. Disons que ce que demande le RGPD, c'est une approche par les risques. À savoir que quel est, en fonction de la sensibilité de la donnée personnelle en particulier, quel est le risque que je prends, que je fais prendre aux personnes concernées en stockant mes données ici ou là. Et ça va pour les données personnelles, on peut aller plus loin vers les données aussi sensibles qui ne sont pas des données personnelles, données d'entreprise, données stratégiques, données de concurrence commerciale, etc. Donc il faut se poser la question, quelle est ma donnée sensible? On peut dire, évidemment, toute la donnée potentiellement est sensible, mais bon, essayer d'être raisonnable et une approche pas les risques. Si j'arrive à trier ma donnée sensible de la donnée moins sensible, peut-être en effet que je peux avoir un peu le meilleur des deux mondes. Donc mettre mes données non sensibles dans des services qui actuellement sont plus ou moins incontournables, parce que malheureusement il n'y a pas toujours d'alternative. Et pour les données sensibles, choisir plutôt un hébergeur européen ou français, qu'il soit réellement. Parce qu'on parle, oui, je vais stocker les données en Europe. Mais on sait que c'est un petit peu illusoire, on l'a bien montré. La localisation du stockage des données est illusoire comme protection, dans la mesure où les capitaux derrière, où le propriétaire du fournisseur de services est américain. Oui, il doit répondre aux droits américains. Donc il doit répondre aux droits américains. Et aux injonctions des services de renseignement américains. Donc, et c'est sans doute très inconfortable pour eux. Mais donc, pour moi, le plus important, c'est pas où est stockée ma donnée, mais qui est en charge de la donnée que j'ai confiée. Et combien de temps ça peut prendre à une entreprise de réorganiser complètement sa stratégie cloud? C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Alors, Non, ça c'est certain. Et c'est très important de se poser la question de savoir comment on veut que le RGPD soit respecté. Parce que au départ, il y a le RGPD. Et c'est donc une vision européenne, CJUE, sur communauté européenne, sur la position de l'Europe en matière de données personnelles. Et c'est une position qui est différente de celle des États-Unis. On pense que c'est un attribut de notre personnalité. La donnée personnelle, aux États-Unis, ils ont plus loin. Mais Sylvain Staub, est-ce que c'est simple aujourd'hui de dire bon, j'arrête de travailler avec tel opérateur de cloud, je change, je bascule chez un autre? Est-ce que c'est simple à faire? Est-ce que c'est sans risque? Est-ce qu'on risque pas de perdre des données au passage? La question n'est pas tellement de savoir si c'est simple, mais question. si on se donne les moyens d'une alternative. Aujourd'hui, on pense que c'est compliqué parce qu'on se dit que de toute façon, en dehors des GAFA, il n'y a pas de salut. Et il suffit de voir les grands marchés publics qui sont passés depuis des années et encore aujourd'hui. On considère qu'il faut, ce que je disais tout à l'heure... Imaginons qu'il y ait des alternatives, parce que je pense qu'on en a quand même. Est-ce que c'est simple ou pas de décider du jour au lendemain de prendre ces données d'un cloud et de les mettre dans un autre cloud? Je vais simplifier à l'extrême, et sûrement autour de cette table, on va m'expliquer que c'est un peu plus compliqué. Mais si vous décidez de changer d'opérateur téléphonique, ça ne va pas être compliqué pour vous. Parce qu'il y a un dispositif aussi légal qui fait qu'on a la portabilité du numéro. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ce débat, c'est un autre débat. Mais sur le cloud, est-ce qu'on a des dispositifs qui permettent de s'assurer qu'on peut transférer ces données sans perte de données, sans aucun risque? Il y a des volontés. Est-ce qu'on est toujours propriétaire de sa data? Vous savez, en matière d'informatique, parce que ça reste de l'informatique, les transferts de données informatiques, là... Je parle des grands systèmes de RP, des grands systèmes d'hébergement, de l'infogérance. Enfin, tout ça n'est pas nouveau. Ça fait des dizaines d'années que les entreprises font héberger, font traiter de la donnée. Lorsqu'il y a des clauses de réversibilité, il y a des transferts, il y a des sociétés qui disparaissent, il y a des serveurs qui sont repris. Donc tout ça n'est pas compliqué. Sans casse. Absolument sans casse. En fait, vous venez de dire le mot, clause de réversibilité. Si vous êtes sur un cloud avec des clauses de réversibilité sérieuses, c'est-à-dire qui vous garantit de pouvoir reconstruire exactement la même chose chez vous, en vous disant quel matériel acheter, quel logiciel, comment reconstruire l'API, vous pouvez bouger d'un endroit à un autre, il n'y a aucun problème. Si vous êtes sur un cloud qui est le seul à avoir ses API, qui est le seul à avoir ses services, et que vous avez tout développé uniquement pour les 222 API de ce cloud, vous aurez un mal fou à bouger. Ça risque de faire un peu plus mal. François-Xavier Vincent. Et voilà. Oui, mais ces clauses de réversibilité, j'imagine qu'elles existent dans tous les contrats des grands opérateurs américains au moins? Non, dans aucun. Aucun. Aucun.
Ça dépend. Je sais typiquement, OneDrive est qualifié Secnum Cloud. Donc c'est le plus haut niveau de sécurité et de confiance dans un service cloud. En SaaS. Et dedans, il y a des exigences très claires, justement. Ils sont basés sur les normes internationales, genre ISO 27001 de sécurité, mais ils ont rajouté des contraintes, des exigences contractuelles, qui en particulier imposent d'être extrêmement clairs en termes de réversibilité, en termes bien sûr d'hébergement des données, de lieu de traitement des données, mais aussi de réversibilité et de qui reste propriétaire. Et d'ailleurs, ça interdit explicitement tout transfert de données sans l'autorisation écrite du client. Donc, il peut y avoir des clauses contractuelles. Après, encore une fois, ça dépend. Votre fournisseur qui a signé ces clauses contractuelles, qui vous avez mis des très belles clauses contractuelles, voilà, quelles sont toutes les législations auxquelles il peut être soumis et lesquelles vont s'appliquer le plus crédiblement dans votre cas. Maître Buffard, si vous êtes toujours en ligne avec nous, comment est-ce que vous arrivez à conseiller vos clients actuellement sur cette question de je change ou pas de fournisseur de cloud? Est-ce que vous avez déjà eu des premières requêtes? Alors tout à fait, on a évidemment beaucoup de clients qui sont très inquiets de la situation. Ce qu'on recommande, déjà j'aimerais dire un point avant qui va permettre de répondre à la question, c'est en réalité les transferts au sein de l'Union vers les États-Unis ne sont pas interdits aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de décision, il n'y a pas de loi et le RGPD n'interdit pas les transferts par essence vers les États-Unis. Il interdit les transferts en dehors de l'Union européenne et un mécanisme le Privacy Shield a disparu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mécanisme qui permette de transférer. Alors il y a tous les problèmes dont on a parlé tout à l'heure, effectivement, donc à voir comment faire en sorte que ces mécanismes qui sont les Binding Corporate Rules ou les clauses contractuelles standards en fonction de sa situation, à voir comment ils fonctionnent. Donc c'est notamment ça d'abord qu'on recommande. En fait, il y a 3 points. Il y a 1, vous arrêtez de transférer. Voilà. Mais ça, c'est un peu embêtant, c'est toujours gênant. 2, effectivement, vous essayez de trouver un nouveau prestataire. Alors là, il y a tous les problèmes de réversibilité dont vous avez parlé à l'instant, avec le fait qu'il n'y a souvent pas beaucoup d'éléments dans les contrats. Il peut y avoir quelque chose qu'on n'a pas dit, un problème de coût. Ça peut coûter très cher de transférer les données, parce qu'évidemment, pour le prestataire, c'est la perte d'un client, mais c'est surtout aussi des jours hommes pour transférer les données d'un point à un autre. Et puis, le 3e point, qui peut être éventuellement, dont on attend plus de réponses, c'est quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre via ces mécanismes autorisés par le RGPD pour continuer les transferts vers les États-Unis, si jamais on ne veut évidemment pas changer de prestataire. Et d'ailleurs, alors évidemment, le problème se pose essentiellement pour les États-Unis, puisqu'il y a tous les GAFAM, les plus grands hébergeurs sont évidemment aux États-Unis, mais en réalité, cette question, elle se pose pour tous les autres pays qui ne sont pas des pays membres de l'Union européenne. Donc c'est vrai que la question se pose pour les États-Unis, mais en réalité, nous sommes en train de voir, et c'est un problème pour des clients qui ont des filiales dans d'autres pays du monde, où là, il y a aussi des lois internes Vous pensez de à quoi renseignement et même éventuellement des lois de données personnelles. Au cloud chinois, par exemple, ça pourrait s'appliquer au cloud chinois? Alors, sincèrement, je ne connais pas la loi chinoise, mais, Oui. mais par exemple, nous avons vu qu'en Arabie Saoudite ou des pays comme ces pays-là, il y a des législations en fait données personnelles qui peuvent être aussi en contradiction avec le RGPD. Et donc, cette problématique, elle est vraiment élargie. Et c'est vrai que la décision qui est arrivée a permis c'est-à-dire que, pour faire simple, avant, on faisait des clauses contractuelles standards, des BCR, ou alors c'était le Privacy Shield, et c'était à peu près tranquille. Depuis cette décision-là, on se rend compte que non, il faut faire une évaluation en interne au sein des pays. Donc ça veut dire des coûts supplémentaires pour les entreprises, pour les clients qui souhaitent transférer des données. Il faut faire une évaluation en interne pour vérifier que le RGPD est respecté. Bon, ça fait du travail pour les avocats, visiblement. On en avait déjà 2 autour de la table aujourd'hui. Alors, concernant les alternatives, la CNIL a quand même dit qu'elle estimait que ce serait nécessaire de faire une évaluation de ce qu'on a aujourd'hui sous la main en France ou en Europe. Ça veut dire qu'on ne connaît pas l'état de notre marché, on ne sait pas quelles sont les capacités des clouds européens en matière de volume, quel volume on est capable de traiter, en matière de qualité de service. Je pense que les développeurs savent qu'on a tout ce qu'il faut en Europe. D'ailleurs, le premier logiciel de virtualisation, QEMU, a été inventé par un Français, Fabrice Bellard. La bibliothèque d'IA la plus utilisée au monde, qu'on trouve dans tous les clouds, scikit-learn, c'est des Français.
Donc, on a des fournisseurs de technologies de cloud en Europe qui sont très nombreux, une dizaine. Et ils sont tous libres. C'est-à-dire que faire son propre cloud de A à Z, à partir de logiciels libres, c'est très facile. Alors, on dédiera, je pense, une émission spéciale aux alternatives, parce que ça va devenir un vrai sujet. En tout cas, là, on voit qu'on est vraiment en train de poser les bases d'une souveraineté en matière d'hébergement des données des citoyens européens. Merci beaucoup, Jean-Paul Smets de Rapid Space, François-Xavier Vincent ou Drive, Sylvain Staub de Data Legal Drive et Raphaël Buchard, avocat au cabinet Racine. Juste après la pause, nous découvrirons des modèles d'organisation du vivant qui pourrait grandement nous aider à mieux vivre dans les villes. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech et nous allons parler de biomimétisme avec Sydney Rostand, PDG fondateur de Bioxégie. Vous nous démontrez chaque semaine comment les technologies peuvent s'inspirer du génie de la nature. Bonjour Sydney. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, nous allons porter notre attention sur les sources d'inspiration pour la ville et l'organisation du vivre ensemble. C'est ça, il y a quelques semaines, vous vous en rappelez, on a parlé de la ville, mais à des notions très micro, c'est-à-dire l'habitat, la construction. Je voulais aussi parler de la ville bio-inspirée à des échelles macro. La ville est très mal gérée d'un point de vue humain, c'est au moins 55% de la population, c'est 80% du PIB, avec tous les problèmes que ça suppose, insécurité, trafic, je l'ai eu ce matin, il y a toutes les questions évidemment de pollution, de propreté, etc. Donc comment est-ce qu'on fait en fait pour s'inspirer de la nature, pour penser des villes ou des espaces en fait d'habitat plus intelligents? Je le rappelle, la ville est spécialiste en fait la nature est spécialiste de la notion de ville, de la notion d'habitat au travers des écosystèmes. Ça repose sur 3 principes fondamentaux. Le premier principe, c'est la répartition spatiale. Comment est-ce qu'on fait pour faire vivre une certaine densité d'individus sur un espace plus ou moins grand, et comment est-ce qu'on fait pour répartir équitablement l'espace? La deuxième notion, c'est la répartition des tâches, la répartition des services. Et la troisième notion, évidemment, c'est la circularité des flux. Les flux de marchandises, les flux de déchets, les flux de personnes et les flux d'informations au travers d'un écosystème. Et donc, c'est ce qu'on appelle les réseaux trophiques. C'est ce que la nature fait de mieux, justement, dans les chaînes alimentaires. Et il y a des exemples, justement, de comment est-ce que l'être humain peut s'inspirer, justement, de cette ingéniosité écosystémique pour créer des villes dans des espaces macro plus intelligentes. Le premier exemple, moi, je le trouve assez élégant et je pense qu'il est facile à comprendre. Ça se passe en Russie, au Skolkovo Innovation Center. C'est un technopôle en fait, un pôle de compétitivité. Et donc il y a des architectes français que je connais bien, Clémence Béchu et l'agence Béchu en fait, qui en sont allés s'inspirer des manchots empereurs. Vous savez, ces groupes en fait qui vont se rassembler dans les zones arctiques, justement en cercle concentrique de plusieurs centaines d'individus pour rester au chaud. Pourquoi? Parce qu'on limite la convection, tout simplement, on limite l'apport d'air froid entre les individus. Et donc, si vous reprenez ce principe-là à l'échelle d'un quartier, en l'occurrence, ils étaient missionnés sur le quartier résidentiel des chercheurs de ce Skolkovo Center. Vous allez regrouper en cercle concentrique en fait les habitations, ce qui permet dans des zones où on atteint facile moins 30, moins 25 degrés l'hiver, d'avoir une sorte de répartition spatiale qui permet de conserver la chaleur entre habitations. Donc entre guillemets, on gagne 5 degrés. C'est-à-dire que si la température ambiante sur la plaine est de moins 30 degrés, en réalité dans la résidence elle va plutôt être de moins 25 degrés. Donc vous économisez en chauffage, vous économisez en énergie. Ça c'est un premier exemple, c'est ce que j'appelais en fait la répartition spatiale intelligente. Alors c'est le principe des villes où il fait toujours beaucoup plus chaud, peut-être 1 ou 2 degrés de plus effectivement que dans les plaines. On n'a pas forcément envie d'être regroupés et rassemblés comme des manchots. Exactement, en fait on peut faire aussi l'inverse, là c'est pour conserver le chaud, mais la chaleur, et quand on est dans la situation inverse, comment est-ce qu'on fait pour agrandir une ville? Comment est-ce qu'on fait pour étaler une ville? Ou comment est-ce qu'on fait justement pour réduire la concentration? J'en arrive du coup à mon second exemple. Le second exemple, c'est aussi un architecte. Généralement, c'est ceux qui vont faire beaucoup de prospective, c'est ça qui est très intéressant. C'est Vincent Calbeau. Il est très connu justement pour son architecture bio-inspirée. Donc lui, il a imaginé une sorte de grande île flottante qui pourrait, on va dire, réduire la concentration des villes côtières et accueillir des habitants, vous le savez, sur des zones en fait qui prennent sur l'océan. Sauf que le problème, c'est que quand on construit sur l'océan, là, ça détruit des écosystèmes. Donc comment est-ce qu'on fait pour construire sur l'océan, mais de façon plus
respectueuse de la biodiversité. Il a imaginé des villes flottantes s'inspirer des nénuphars, qu'on appelle les lilypads, et qui respectent en fait le deuxième principe fondamental d'un écosystème, c'est la circularité des services, la circularité de l'énergie. Donc cette ville flottante est complètement autonome, en tout cas c'est comme ça qu'il l'a pensé, c'est-à-dire il y a de l'énergie marémotrice avec la force des vagues, de l'énergie solaire évidemment, de l'énergie éolienne, et puis tous les systèmes de phytoépuration, c'est-à-dire que les déchets et les boues qui sont produits à l'intérieur de cette ville écosystème, qui fait quand même 500 000 m², sont carrément recyclés. Donc pour l'instant, c'est une vision d'artiste, mais le but, c'est d'arriver à le mettre sur le marché et à le construire à un moment donné. Et d'autant plus important qu'on sait que les mers vont prendre de l'espace sur les terres. C'est ça. Il va falloir trouver des moyens d'y habiter aussi. D'ailleurs, lui, il l'a imaginé dans la logique où ça pourrait accueillir en fait des réfugiés climatiques. Quand on a 500 000 m² d'espace, c'est assez intéressant. Alors pour cette gestion des flux et des transports, là, parce que nous, on voit surtout les villes très embouteillées. Ah oui, alors là, je pense que c'est un de mes exemples favoris en matière de biomimétisme, je vous le réserve pour aujourd'hui, c'est le Myxomycète. C'est un organisme assez improbable qu'on appelle le blob. On ne sait pas forcément le classifier, en tout cas c'est un mi-champignon, mi-plante, mi-animal. En fait, pour être précis, c'est un organisme unicellulaire qui va reproduire à l'infini son noyau. Donc il faut imaginer que ce que vous avez à l'écran, c'est une seule cellule qui est visible à l'œil nu. Donc, elle va évoluer sur les sols forestiers. Et sa mission principale, c'est de se nourrir de bactéries, de champignons, de déchets, etc. Et ce qui est très intéressant, je pense qu'on le voit très bien à l'écran, c'est qu'elle va déployer en fait des réseaux racinaires extrêmement résilients et efficaces pour aller chercher les points de nourriture et les faire circuler à l'intérieur de son organisme. Et cette capacité en fait de réseau est tellement intéressante que vous avez des chercheurs qui s'en sont inspirés pour... Ils vont, on va dire, extrapoler les logiques de croissance ou de rétraction de cet organisme du blob pour créer un algorithme de gestion des flux de déchets. Ils l'ont fait à Montréal. Résultat des courses, ils ont réussi à augmenter la résilience du réseau de flux de déchets de 50%. C'est-à-dire que si jamais vous avez une artère qui est bouchée, où il y a un trafic, une route qui est bloquée, vous gardez en fait, vous vous reposez sur des flux ou sur des artères en fait secondaires et vous conservez une capacité à faire circuler. C'est très problématique. Alors pour l'instant, ils l'ont fait avec des déchets, mais si vous le prenez par exemple avec des flux autoroutiers, des flux routiers à l'intérieur d'une ville, qu'est-ce qui se passe si jamais vous avez une intersection qui est bloquée? Il y a un itinéraire bis. Exactement. Comment réfléchir aux itinéraires bis? Donc quand on voit que le blob permet d'inspirer des algorithmes qui augmentent cette résilience de 50%, on pourrait penser justement à d'autres cartes. En ce moment, vous avez, c'est pas que pour les flux de déchets, vous avez des chercheurs japonais qui le font pour les réseaux de transport en commun à l'intérieur de Tokyo. Donc c'est très intéressant et ça montre encore une fois à quel point le biomimétisme est parfois très précis, technologiquement parlé. On avait parlé de thermorégulation, mais parfois à des échelles beaucoup plus macro, c'est aussi très intéressant. Gagner en agilité en fait. Merci beaucoup Sidney Rostand, PDG fondateur de Bioxégie. On enchaîne avec l'innovation du jour. À quoi ressemblera demain chaque jour? Cécilia Sévry partage ses trouvailles. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter une innovation française. Oui, une innovation française. Une jeune entreprise bordelaise a développé les premiers ailerons de surf fabriqués à partir de filets de pêche. Et c'est fabriqué en grande partie en France. Cette jeune entreprise s'appelle Nomad Surfing. Elle a été créée en 2017 par un groupe de 3 jeunes surfeurs passionnés de surf, mais aussi et surtout écolo. Alors depuis, Nomad Surfing s'impose comme une alternative véritablement éco-responsable dans l'industrie du surf, parce qu'on l'oublie parfois, mais le surf est également une industrie polluante, à cause bien sûr des matériaux utilisés pour la fabrication des planches, mais aussi la fabrication des combinaisons par exemple. Alors Nomad Surfing a voulu inverser la tendance. Et s'il s'attaque aux filets de pêche, ce n'est pas pour rien, Delphine. Les filets représentent aujourd'hui 10% du plastique trouvé en mer et 70% des macrodéchets flottant à la surface des océans. Alors en fait, 640 000 tonnes de matériel de pêche sont abandonnées en mer chaque année.
Donc il y a de quoi faire des initiatives comme celle-là. Des milliers d'espèces marines sont emprisonnées, il faut le rappeler, même si on le dit souvent, et tuées à cause de ces filets qu'on appelle les filets fantômes. Il y a aussi des dizaines de milliers de filets qui sont abandonnés sur les quais ou même brûlés. Et alors, quel est le secret de fabrication de ces nouveaux ailerons? Alors, Nomad Surfing, pour ça, a décidé de bien s'entourer. Et elle s'est entourée de 2 sociétés. La première, c'est C2C, une société espagnole qui conçoit des lunettes de vue et de soleil fabriquées à partir de déchets plastiques marins recyclés. C'est pour ça qu'ils se sont adressés à eux, parce qu'il y a un vrai savoir-faire et surtout un réseau. Parce que cette société espagnole a créé au fil des ans un réseau de pêcheurs et d'armateurs qui leur fournissent ce matériel à recycler. Elle s'occupe donc de les collecter, de collecter ces déchets plastiques marins qui auraient croisé la route de ces fameux partenaires. On y trouve des filets de pêche, des cordes, des lignes ou même des bouteilles. Et chaque jour, la société récupère 500 kilos de matière à recycler. Tous ces déchets sont alors triés manuellement et puis ils sont triés sur place, mais ils sont surtout nettoyés et broyés. Les matériaux comme le nylon ou le polypropylène sont séparés pour être transformés en une matière première que vous voyez à l'écran. C'est une matière première sous forme de billes plastiques. Et alors, qu'apporte la seconde entreprise à laquelle fait appel Nomad Surf? Alors, elle arrive à ce moment précis du processus de production. Il s'agit de APA Injection, un spécialiste français de l'injection thermoplastique basé à Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Ces billes de plastique qu'on a vues en Espagne sont transportées directement à Thiers dans cette société. Elles sont alors fondues et injectées dans des moules en acier usinés en France et faits sur mesure pour Nomad Surfing. Pour finir, le produit est renforcé avec de la fibre de verre pour lui assurer bien sûr la rigidité et puis la performance nécessaire pour ce genre d'activité quand même. Il faut qu'on puisse aller surfer à la fin. Et puis voilà comment on arrive à obtenir une dérive en plastique recyclé et produit. Très rapidement, combien coûte cette planche de surf? 55 €. D'accord. Et l'entreprise propose d'autres produits également, Oui, mais on va aller très très vite dessus. Elle propose d'autres produits, par exemple pour emballer ces planches à surf, ce sont des sacs qui sont proposés avec des bâches d'événementiel. Et puis pour finir quand même, elle reverse 5% cette société de ses ventes à 3 associations. L'une d'entre elles prépare d'ailleurs une charte éco-responsable destinée aux écoles de glisse françaises, parce que la clé, Delphine, c'est toujours l'éducation. Merci beaucoup Cécilia Sévry. C'est presque la fin de Smart Tech, à suivre le Lab Startup. Et moi je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.